Il y a bien longtemps que je n'ai pas eu un boulot comme ça. Toutes les 15 minutes, cela change. Celui qui s'exprime comme ça, c'est Bruno Lapéry. Il est directeur du Centre d'excellence et de transition énergétique de Keolis. Et voyez-vous, sa tâche va précisément être la suivante, répondre à la question comment vont pouvoir rouler les 23 000 autobus de Keolis dans les années à venir. Ces 23 000 autobus sont répartis dans 15 pays d'Europe. 20% de la flotte déjà a quitté le thermique. Mais la question est la suivante. Faut-il vraiment quitter le thermique maintenant? Faut-il vraiment aller vers l'électrique tout de suite, vers l'hybride? Ce sont des questions évidemment que vous vous posez également. Il y a un certain nombre de réflexions ou d'opposants à ceux qui croient qu'il faut absolument passer du thermique à l'électrique. Ils disent ceci, si c'est pour dépolluer, passer du thermique à l'électrique, c'est un petit peu comme si vous passiez du whisky à la vodka si vous voulez arrêter de boire. Nous verrons bien. Bruno Lapéry, je vais vous demander de bien vouloir l'accueillir. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous en prie, reprenez parce que nous vous Bonjour entendons. Thierry, merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là avec vous. Et voici la question que nous aimerions vous poser. En face de vous, des dirigeants DLR, certains sont loueurs, d'autres vendent du matériel, mais lorsqu'on achète du matériel, c'est pour 7-10 ans. Faut-il aujourd'hui encore l'acquérir en thermique ou bien passer tout de suite à l'électrique? Merci beaucoup pour vos éclairages. Alors, pour répondre à cette question, pour vous aider à répondre à cette question, vous l'avez compris, et Thierry l'a dit, je suis un praticien, je ne suis pas un consultant. En quelque sorte, j'aurais pu être votre client en tant qu'opérateur, exploitant, mainteneur de véhicules. Il se trouve que c'est dans les transports, mais ça aurait pu être dans d'autres domaines. Je viens partager ici mon expérience de praticien, peut-être pas pour vous aider à trouver exactement la réponse à la question, mais en tout cas pour vous donner un éclairage sur un monde qui est compliqué, qui est en train de changer, et sur lequel on a un manque de visibilité, et peut-être que je vais pouvoir vous aider à en trouver un peu plus. Alors ce monde nouveau, c'est vraiment un changement extrêmement profond. Quand on se met à opérer, exploiter, maintenir des véhicules électriques, l'achat du véhicule est presque un détail parmi toutes les choses qu'il y a à régler, à penser, à organiser avant pour être à peu près opérationnel. Ce monde nouveau, on peut l'illustrer de deux manières, de cette manière-là. Le monde d'avant, il est ici. Jusqu'à maintenant, on exploitait, alors pour Keolis, c'est des bus et des cars, des véhicules thermiques, diesel, et le monde était assez simple. Il y avait des fabricants de véhicules, des fournisseurs d'énergie, en l'occurrence à 95% du diesel, et puis de temps en temps, on a besoin de solutions de financement pour déconsolider de la dette, comme tout opérateur peut être amené à le faire. Et chacun jouait son rôle d'une manière assez claire et bien déterminée, et c'était comme ça depuis 30 ans. Les fabricants de véhicules, ils fabriquaient leurs véhicules, les exploitants, ils les exploitaient, ils les maintenaient, chacun à sa place. Voilà. Et les fournisseurs d'énergie étaient bien identifiés. De temps en temps, les fabricants de véhicules prenaient la maintenance des véhicules, comme ça se fait, j'imagine, aussi dans vos métiers. Mais bon, le monde était assez stable. Depuis 10-15 ans qu'on commence à exploiter des véhicules électriques dans le groupe Keolis, le monde, il ressemble à ça. Il ressemble à ça. Alors, je ne veux pas rendre les choses plus complexes qu'elles ne sont, mais je pense que ça vaut le coup de s'attarder quelques minutes sur cette présentation. Première chose fondamentale, et j'y reviendrai lors de ma présentation, quand on parle de véhicules électriques, on ne parle plus d'un véhicule, mais on parle d'un système. Je reprendrai cette phrase, un véhicule électrique sans le système qui l'accompagne, notamment de rechargement et de gestion des rechargements, ça n'existe pas. Et puisqu'on parle d'un système, il faut le concevoir. Après, il faut fabriquer les éléments, les assets nécessaires, notamment les véhicules.
il faut le construire, puisqu'il y a des travaux de génie civil à envisager, faire des essais, vérifier que tout fonctionne ensemble, on l'exploite et le maintient. Et en plus, aujourd'hui, notamment quand on parle des batteries, on commence à parler de recyclage et de seconde vie d'une partie du système que sont les batteries. Donc vous voyez que le monde s'étend en longueur et devient beaucoup plus compliqué qu'avant. En plus, et c'est la présentation matricielle qui est là, il y a beaucoup plus d'acteurs qu'avant. Beaucoup plus. Il y a les véhicules, on les retrouve, comme dans le monde du diesel, mais les batteries ou les piles à combustible qui représentent, en tout cas dans le monde des transports, un tiers de la valeur des véhicules, ont une vie propre, une logique propre, technique, économique, commerciale. Et donc, c'est des acteurs nouveaux. Et on voit par exemple aujourd'hui des fabricants de batteries chinois qui se sont mis à fabriquer des bus, à mettre des bus autour de leurs batteries. Et donc des fabricants de batteries deviennent des fabricants de véhicules. Il y a des infrastructures de rechargement, avec un choix infini de solutions, j'y reviendrai, chargement électrique ou production d'hydrogène et rechargement d'hydrogène. Il y a des IT, donc des systèmes d'information, et j'y reviendrai aussi, qui sont la colonne vertébrale des systèmes d'exploitation et de maintenance des véhicules électriques, fondamentaux, et qui deviennent des acteurs fondamentaux dans le système. Il y a des fournisseurs d'énergie qui, évidemment, sont beaucoup plus variés, beaucoup plus nouveaux, des fois beaucoup plus novices qu'avant, hein, du diesel, il y a de l'électricité, de l'hydrogène notamment. Et puis, élément très important, et qui va, je pense, vous parler aussi, on a une intensité capitalistique des systèmes qui a été presque multipliée par 2 en 4 ans. Donc le rapport capital investi sur le chiffre d'affaires généré. Et donc on a besoin de solutions de financement différentes, nouvelles, structurées différemment, avec des partenariats public-privé ou des investisseurs différents. En plus, comme c'est un système, on a besoin de l'intégrer. Donc vous voyez que ce monde très simple qu'on connaissait depuis 30 ans, il est en train de connaître une mutation extrêmement profonde et complexe. Quand je m'adresse aux clients de Keolis, je parle d'une jungle. Une grande partie de mon métier consiste à aider mes clients à s'y retrouver dans cette jungle. Pourquoi c'est une jungle? Parce qu'il y a à peu près un nouvel acteur tous les 3 jours qui se crée, qui transforme tout ça en solutions de service, des systèmes d'infrastructures différents, des véhicules révolutionnaires. Voilà. Et donc c'est très compliqué de se reconnaître, même pour trouver un partenaire qui soit fiable, cohérent, qui soit une vraie société industrielle. En fait. Donc un monde qui change extrêmement profondément. Et, vous l'avez compris, dans ce monde qui change extrêmement profondément, il y a cette notion de système qui devient centrale, extrêmement importante. Et c'est pour ça que j'aime bien dire qu'on va du véhicule au système. Parce que, comme je le disais, un véhicule électrique tout seul, ça n'existe pas. Le système, quand on parle des transports, mais ce n'est pas très différent dans vos métiers. Il y a évidemment une flotte de véhicules, voilà. Mais il y a tout un système de chargement avec des chargeurs qui peuvent être fixes dans un dépôt, qui peuvent être sur la voie publique avec des pantographes montants, descendants, comme on commence à en voir dans les villes. Tout un système d'approvisionnement de l'énergie et de connexion au réseau. Voilà. Et tout cela doit former système. Et comme je le disais tout à l'heure, la colonne vertébrale de tout ça, ce sont les IT. Donc ce sont des outils de supervision et de management, à la fois de suivi des véhicules, des rechargements, des connexions au réseau, des consommations électriques, etc., etc., etc. Au milieu de ce système, le point crucial, en tout cas dans le monde des transports, c'est l'autonomie. Et c'est encore aujourd'hui le point crucial. Un bus gasoil, aujourd'hui, ça roule 400 km. Un bus électrique sur batterie, quand on pousse vraiment, vraiment à fond, on peut faire 250 km avec les technologies actuelles de batterie, sachant qu'on peut emmener dans un bus jusqu'à plus de 550 kWh aujourd'hui, ce qui est déjà monstrueux, hein, 550 kWh. 250 km, ça pose énormément de problèmes. L'un d'eux, par exemple, c'est que quand on graphique des circulations d'un système de transport public avec des bus, comme c'est présenté là c'est des tables de graphiquage. En fait, ça dit quel bus est à quel endroit, à quel moment, tout simplement. Voilà. C'est les lignes de bus, en fait. Quand on le graphique en diesel et qu'on veut passer à l'électrique, comme ça peut être illustré là, ça devient beaucoup plus compliqué. Par exemple, il va falloir
à cause de l'autonomie, injecter 10, 15, 20, 30% de véhicules en plus. Dans le monde des transports, un véhicule en plus, c'est 3 conducteurs. Donc c'est des ETP, etc., etc. Avec un effet très important sur les comptes d'exploitation. Un graphiquage beaucoup plus compliqué, les conséquences donc, de cette baisse d'autonomie, de ce plafond d'autonomie, c'est je peux être amené à augmenter ma flotte pour faire le même service. Je peux être amené, comme c'est illustré là, à permuter les véhicules beaucoup plus fréquemment d'une ligne sur l'autre pour dégager du temps, pour recharger entre chaque ligne et pour pouvoir assurer un service avec la taille de flotte la plus faible possible. Et on voit bien que les composantes du système deviennent très complexes, parce que je peux choisir mon type de véhicule, combien de passagers je mets dedans, la taille de la batterie que je mets dedans, sachant que plus la batterie est grosse, plus elle est lourde, moins je transporte de passagers. Je peux choisir la localisation de mes chargeurs, la puissance de mes chargeurs, entre 25 et 500 kW. C'est ça le jeu qu'on peut jouer. Je peux choisir mes outils de supervision. Quand vous rajoutez et quand vous sachez que la consommation sur une ligne dépend de la météo, les auxiliaires de chauffage et de climatisation dans un bus, c'est plus ou moins 35% de consommation. C'est-à-dire plus ou moins 35% d'autonomie, tout simplement. Que ça dépend de la topographie. Quand ça monte et que ça descend, évidemment, ça consomme beaucoup plus. Et que ça dépend aussi de la capacité et de la formation du conducteur. Un bon conducteur peut consommer jusqu'à moins 20% d'énergie. Donc vous voyez bien que quand on parle d'un système, ça devient d'une complexité importante et qu'on a besoin d'ingénierie en fait. Pas tellement pour acheter tel type de véhicule, tel type de batterie, tel type de chargeur, mais pour imaginer ce qu'on va pouvoir en faire d'une manière économiquement à peu près viable. Voilà. Donc un système complexe à concevoir, à spécifier, à réceptionner, etc., etc. Vous voyez que le monde change quand même, hein, pour nous, en tout cas en opérateur de transport. C'est vraiment une révolution. Et au cœur de ce système, il y a évidemment la fameuse batterie. Vous apprécierez, j'ai mis une batterie française, il n'y en a pas tant que ça. C'est Forsy Power, c'est pas très loin de Nantes d'ailleurs. La batterie, c'est ce qu'on appelle notre nouvelle frontière. Je le disais, un tiers de la valeur du véhicule. Un bus électrique, aujourd'hui, en France, ça coûte à peu près 450 000 €, un bus standard. Un pack de batterie, c'est 100 120 000 €. Donc c'est un tiers de la valeur du véhicule. La durée de vie de la batterie est moitié de celle du bus. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, vous allez devoir changer une batterie, parce qu'elle aura perdu 2% de capacité par an, et elle sera impropre à l'utilisation dans les véhicules. Donc il va falloir l'inclure dans le coût. Même les constructeurs de bus aujourd'hui n'arrivent pas toujours à savoir ce qu'il y a dans leur batterie, puisque c'est une partie substantielle de leur chaîne de valeur et de leur supply chain. Et en fait, les constructeurs de batteries se gardent le savoir-faire. Donc c'est même pour nous, opérateurs, c'est compliqué, et ça l'est aussi pour nos fournisseurs. Il y a la notion d'accès au BMS, qui est le Battery Management System, j'y reviendrai. Et il y a des questions très importantes et très structurelles pour nos métiers qui se posent. Est-ce que je dois apprendre à réparer les batteries plutôt que de les remplacer, avec une grosse valeur à la clé, mais comment je monte en compétences? Est-ce que je peux les maintenir moi-même? Quelles sont les conditions de garantie d'usage d'une batterie? On va y revenir. Les constructeurs aujourd'hui vous garantissent un nombre de kilowattheures ou une durée calendaire ou un nombre de cycles de chargement-déchargement, mais c'est lié à des conditions d'usage très très précises qu'il ne faut pas casser, sinon ça cassera la garantie. Très important, je vais y revenir. Et puis, ces batteries, elles génèrent énormément de data, le SOC, le DOD, j'y reviendrai aussi, et c'est très important. Alors, si ça voulait bien changer, ça serait bien. C'est peut-être la batterie qu'il faut changer, hein, c'est ça? Sinon, je vais faire comme ça. Et ça ne veut pas non plus. Serait-ce un complot? Voilà, très bien. Je pensais à un complot parce que je voulais quand même vous dire que aujourd'hui, enfin ça date de 2017, mais ce n'est pas très vieux, 95% des cellules de batterie fabriquées dans le monde sont fabriquées en Asie.
Donc on entend beaucoup parler des gigafactories européennes, américaines, etc. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes dépendants à 95% de l'Asie, et en tête la Chine. Hein. Dans les 5 plus grands constructeurs de cellules de batterie, il y a 3 Chinois. Après, c'est des Coréens et des Japonais. Donc la notion d'indépendance économique, elle est très importante aussi sur les batteries, pas que sur le pétrole. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, on commence à parler de seconde vie des batteries, et nous, nos clients, en tout cas, nous interrogent de plus en plus sur, très bien, vous opérez des véhicules électriques, dans 8 ans, qu'est-ce que vous allez faire de ces tonnes de batteries, hein? C'est dans un bus à 500 kWh, c'est à peu près 2,5 tonnes, 3 tonnes de batterie sur le toit. Et donc, on commence à parler soit de recyclage, soit de seconde vie des batteries, avec un raisonnement qui est assez simple, qui dit au bout de 8 ans, ma batterie, elle a perdu à peu près 20% de sa capacité, je ne peux plus l'utiliser dans mes bus. Je les sors des bus, je les mets sur mes dépôts, et elles vont servir de stockage stationnaire. C'est-à-dire que quand l'électricité sera pas chère ou quand il y aura du soleil, je vais stocker l'électricité dans mes batteries, et quand l'électricité sera chère, je la remettrai dans mes bus. Ou alors je les recycle. Mais on est vraiment aujourd'hui de plus en plus interrogé sur ce sujet-là. Et puis, un petit clin d'œil, je vous parlais tout à l'heure du BMS, pour vous dire quand même que la batterie, avec la place extrêmement centrale qu'elle occupe dans cette industrie et qu'elle va occuper, c'est quand même un objet un peu bizarre. On parle d'électrochimie. Et on n'a pas l'habitude, dans le monde de la mécanique, des moteurs thermiques, de parler d'électrochimie. L'électrochimie, c'est quelque chose qu'on a du mal encore à maîtriser un peu aujourd'hui. En tout cas, nous, en tant qu'opérateurs, on n'est pas des experts absolus de la batterie. Et si on se dit, je prends l'exemple du fameux état de charge d'une batterie, le state of charge, à quel niveau est-elle? Entre 0 et 100%. Si on se dit, ben finalement c'est simple, j'ai un liquide, et la relation entre la capacité ou l'état de charge de ma batterie et ce que je mesure, en fait, c'est le niveau du liquide à gauche. Et en fait, pour vous donner une idée de la complexité, la réalité des choses, c'est que oui, on peut avoir une relation entre un niveau de liquide dans un contenant et l'état de charge de la batterie, mais le flacon, il a plutôt la forme de celui qui est à droite. Donc on n'est absolument pas linéaire dans une relation. Plus on est bas, moins c'est précis. Plus on est haut, moins c'est précis. Et en plus, le liquide, ce n'est pas de l'eau. Vous évoquiez le rhum tout à l'heure. C'est plutôt de la bière. Voilà. C'est-à-dire que plus on agite une batterie, plus elle mousse, et moins on arrive à mesurer la réalité de ce qu'il y a dedans. L'outil qui permet de réaliser ce qui se passe dans une batterie, c'est le BMS, ce qu'on appelle le Battery Management System, qui est un outil informatique qui, par analogie, établit des relations entre ce que je mesure au bord d'une batterie et ce qui est en train de s'y passer en fonction de la manière dont je m'en suis servi. Le savoir-faire d'un pack de batterie, ce n'est pas les cellules. Les cellules, c'est des piles, hein, c'est le BMS. Donc les gens qui maîtrisent le BMS, ils ont le savoir-faire sur l'optimisation et le bon usage d'une batterie. J'évoquais les datas. Il y en a 3 fondamentales. Donc le SOC, le State of Charge, c'est quel est mon niveau de ma batterie à tel moment. Le State of Health, le SOH, quel est l'état de santé de ma batterie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une batterie, ça perd 2% de SOH par an. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, la capacité réelle de la batterie, c'est 75 à 80% de sa capacité de départ. C'est comme si un réservoir de diesel diminuait de 2% par an. Et puis, autre donnée fondamentale, c'est le nombre de cycles. Combien de fois dans la vie de la batterie, 8 ans, c'est long 8 ans, hein, je l'ai déchargé, rechargé, à quelle profondeur? Ces 3 données sont la base des conditions de garantie des fournisseurs de batteries. Et donc, si vous devez, vous, en tant que fournisseur de véhicules ou de systèmes, offrir des garanties liées à la batterie, ça sera forcément autour de ces 3 données-là. Vous ferez un backup, en fait, de ce que vous imposent les fournisseurs de batterie. Ça veut dire qu'il y a une dimension très importante pour exploiter les véhicules, pour les maintenir, ces 3 données. Ça veut dire aussi qu'il y a une dimension légale extrêmement importante. Il faut être capable d'enregistrer ces données, et le jour où il y a un contentieux sur les conditions de garantie d'une batterie, je vous rappelle, 120 000 €, c'est pas rien, de faire la preuve que ça a été respecté. Vous voyez là l'importance des IT et des data extrêmement importante. Alors, j'ai beaucoup parlé de la batterie, je regarde quelle heure il est.
on est pas mal. Finalement, il y a un moment où on finit toujours par parler d'argent. Ça arrive fatalement dans la discussion. Et là, je voudrais vous dire quelques mots du modèle économique des véhicules électriques. On parle de TCO, donc le Total Cost of Ownership, le fameux coût total de possession. Par hypothèse, ici, c'est 15 véhicules sur 15 ans. Je vous rappelle, un véhicule électrique tout seul, ça n'existe pas. Et donc, ça n'aurait pas de sens de dire je vais prendre le TCO d'un véhicule diesel comparé à un véhicule électrique. C'est une flotte parce qu'il y a avec tout un système de rechargement, des infrastructures, des IT, etc., et des équilibres à trouver au niveau d'une flotte. Donc, l'hypothèse, c'est 15 ans, 15 véhicules. À gauche, le diesel, à droite, l'électrique. Évidemment, c'est bien différent. La première différence, c'est qu'aujourd'hui en France, quand je dis aujourd'hui, c'est plutôt hier, j'y reviendrai après. Aujourd'hui en France, l'électrique en coût de possession coûte encore plus 25 à plus 30% par rapport au diesel. Ça, c'est la réalité des choses. C'est lié essentiellement au coût des véhicules. Vous voyez le pavé en bas, c'est le coût des véhicules. Les véhicules coûtent 2 fois plus cher, 2 fois et demi plus cher qu'un véhicule diesel. Il faut rajouter à cela le remplacement de la batterie que j'évoquais tout à l'heure. Dans la durée de vie de 15 ans, il va falloir la remplacer au moins une fois. Donc c'est la partie en bleu un peu au-dessus. Et ça pèse à peu près un tiers de la valeur du véhicule. Jusque-là, tout est cohérent. Puis je rentre dans la catégorie énergie. Et là, par contre, on est beaucoup plus en faveur de l'électrique. Faire rouler des véhicules électriques, ça coûte beaucoup moins cher, en tout cas en France, hier, ça coûte beaucoup moins cher que de faire rouler des véhicules au gasoil. Et après, il y a des coûts de maintenance qui sont un peu plus faibles pour l'électrique que pour le diesel. Les moteurs électriques, c'est beaucoup plus simple à maintenir et ça demande moins de main-d'œuvre surtout que les moteurs thermiques. Et puis, il y a une maintenance d'infrastructure et une infrastructure aussi sur l'électrique qui ne pèse pas énormément. Donc, plus 25 à plus 30% avec des équilibres très différents. Et ces équilibres, ils sont vraiment structurellement très différents. Et je pense que c'est une des choses qui va faire le plus changer cette industrie. Parce que si on regarde le rapport entre le CAPEX et l'OPEX, il s'inverse. Le CAPEX d'un véhicule diesel, c'est à peu près un tiers et 2 tiers d'OPEX. L'électrique, c'est l'inverse. On a 2 tiers de CAPEX pour 1 tiers d'OPEX. Ça veut dire quoi? Une des premières conséquences, c'est que plus je fais rouler un véhicule électrique, moins il coûte cher par rapport au diesel. L'énergie n'est pas chère, la maintenance n'est pas chère. La deuxième grande conséquence, c'est que tout outil financier qui va permettre de déconsolider de la dette pour les grands groupes ou pour les petites boîtes d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose, est extrêmement précieux. On a une intensité capitalistique qui a explosé à cause de ça. Et la limite aujourd'hui au développement des flottes électriques, c'est les capacités d'endettement des entreprises, en fait. Et donc, tous les gens qui amènent un service qui permet de déconsolider, de transformer du CAPEX en OPEX, en loyer par exemple, sont extrêmement précieux. C'est vraiment structurel, un changement structurel dans l'industrie. J'évoquais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, et en fait non, hier, les véhicules électriques en France coûtent plus cher. Je disais hier parce que on est tous au courant de ce qui est en train de se passer par rapport au coût des énergies en France. Et je vous présente ici, sur la gauche, 2 courbes, pas très compliquées. La première en rouge, c'est le TCO d'un bus électrique en fonction du prix du gasoil. Ça monte. Plus le gasoil est cher, plus le coût de possession est cher. Et puis en vert, c'est pour l'électrique. Voilà. Ça monte aussi en fonction du prix du kilowattheure, mais ça monte moins vite. C'est ça qui est intéressant. On comprend bien intuitivement. À droite, on a représenté, de manière un peu abstraite, mais vous allez très vite me suivre, la différence entre le TCO électrique et le TCO diesel. Donc on fait la différence et on les place en fonction du coût du gasoil et du coût de l'électricité. Autrement dit, pour faire simple, quand je suis vert à droite, l'électrique est moins cher que le diesel. Quand je suis rouge à gauche, l'électrique est plus cher que le diesel. Et au passage entre les deux, c'est le même prix. Voilà. Avant la crise énergétique, en France, on était en bas à gauche, c'est-à-dire un diesel à 80 centimes, que je ne dis pas de bêtises, et un kilowattheure à 9 centimes.
Il y a 15 jours en France, la semaine dernière en France, on était dans le point numéro 2, c'est-à-dire un diesel à 1,80 € et un kWh à 22 centimes. Autrement dit, il y a 15 jours, aux conditions du marché français, ça a rebaissé depuis, hein, mais il y a 15 jours, aux conditions du marché français, il était moins cher de posséder des véhicules électriques que des véhicules diesel. Alors, évidemment, on ne va pas calculer un coût de possession sur 15 ans avec des valeurs qui sont en train de bouger tous les 15 jours. C'est revenu, je pense que c'est redevenu à peu près à l'équilibre aujourd'hui. N'empêche que c'est un signe des temps. C'est d'ailleurs assez passionnant, vous le disiez Thierry en introduction, ça change plus que tous les quarts d'heure, là. Ça change très très vite. C'est un signe, la transition énergétique, messieurs, dames, c'est ça. C'est ça la transition énergétique. Beaucoup en parlent, beaucoup en parlent. Je peux vous dire que moi j'en fais au quotidien, vraiment, tous les jours. C'est ça, c'est un signe avant-coureur. Nous opérons des bus en Suède, le diesel est à 2,50 € en Suède. Le kilowattheure est plus élevé qu'en France, et surtout il est beaucoup plus variable. Donc cette volatilité des prix, elle est très compliquée quand on est opérateur et qu'on s'engage sur des contrats de 10, 12, des fois 15 ans. Très compliqué. Donc il y a plein de manières de l'adresser, hein, soit par des contrats, soit par des outils de smart charging, justement. On n'aura peut-être pas trop le temps de le développer ici. Mais ça donne une valeur très importante à la stabilité, à des outils qui permettent d'avoir une vision et une visibilité sur ce que seront les prix demain. Très importante. Bon, j'ai parlé argent, j'ai parlé un peu technique, batterie, électrochimie. Rappelons-nous quand même que si on parle de tout ça, c'est quand même parce qu'au départ, il y a des questions environnementales. Trois notions. La première, quand on parle d'enjeux environnementaux dans les transports, le premier, c'est la pollution de l'air. Et là, on parle de santé publique. Et on va suivre deux critères, mais je pense que tout le monde les connaît à peu près maintenant aujourd'hui. Ce sont les microparticules, les PM, et les NOx, les oxydes d'azote, qui ont des conséquences sur la santé publique. Face à la pollution de l'air, la réponse, notamment en France, mais à peu près dans tous les pays du monde, ce sont des véhicules ou des zones zéro émission. Donc, c'est de l'électrique ou de l'hydrogène, pour être clair. Donc, les véhicules thermiques ne sont pas dans la catégorie des zéro émission. Le deuxième grand enjeu, c'est le dérèglement climatique. Là, c'est pareil, tout le monde entend parler des COP successives, c'est un sujet qui est d'actualité. L'élément qu'on suit dans le domaine des motorisations, c'est l'oxyde de carbone, essentiellement. Voilà. Ce n'est pas les mêmes que sur la santé publique. Et la réponse en face, ce sont des modes décarbonés. Alors, on parle beaucoup de l'électrique et de l'hydrogène, mais déjà, suivant les pays où on se place, l'électricité n'est absolument pas décarbonée. Nous exploitons des bus en Australie. D'ailleurs, on va démarrer bientôt des bus électriques en Australie, à Sydney. Mais en Australie, l'électricité n'est pas décarbonée. Elle est extrêmement carbonée. Il y a des modes thermiques qui sont très bien décarbonés. Nous exploitons à peu près 1000 véhicules au biodiesel en Suède, au Danemark et en Norvège, au biofuel, et c'est décarboné à 80% puisqu'on recycle du carbone avec la biomasse. Donc vous voyez, il faut faire attention, les stéréotypes ne sont pas toujours simples, mais vous pouvez avoir en tête que santé publique, pollution de l'air égale zéro émission, carbone égale décarboné, pas forcément zéro émission. Et le troisième sujet, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, et là c'est vraiment d'actualité, c'est notre dépendance aux énergies fossiles. Donc il y a une dimension géostratégique aussi. Et la réponse, c'est renouvelable et local. Un tout petit peu d'éléments de contexte aussi. Vous entendez forcément parler de cette notion de from well to wheel, du puits à la roue, ou d'analyse du cycle de vie. En deux mots, le puits à la roue, c'est le bilan carbone de l'extraction d'une énergie, sa transformation éventuelle, sa distribution et le fait de le brûler dans les moteurs. Donc c'est la partie horizontale. L'analyse du cycle de vie, c'est ça, plus le bilan carbone de fabrication des composants, notamment des véhicules, mais pas que, de leur transport, de leur usage et notamment de leur maintenance, et
de leur recyclage ou seconde vie éventuelle. C'est la somme de tout ça. J'ai mis ici les chiffres ramenés au kilomètre, donc pour la vie normale d'un bus, on va dire 100 000 km, 150. Pour, à gauche, un bus thermique, diesel, à droite, un bus électrique. Vous voyez qu'il n'y a pas photo quand même. Il n'y a vraiment pas photo. Je n'ai pas fait la somme, mais vous la ferez. Les émissions de CO2 lors de la phase d'usage, donc du puits à la roue d'un bus thermique, elles écrasent tout le reste, en fait. C'est-à-dire, même si le bilan est un peu moins bon dans la fabrication pour les véhicules électriques, il est un peu moins bon dans la seconde vie recyclage, je veux dire, c'est sans appel, quoi. C'est sans appel. Quand on parle de carbone, l'électrique, en France, avec une énergie décarbonée, je n'ose pas dire nucléaire, mais en tout cas décarbonée, voilà, il n'y a vraiment pas photo. On ferait le même schéma en Allemagne, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. En Australie, encore moins. Donc vous voyez, c'est intéressant de passer un peu de temps sur ces externalités parce qu'on entend parler de beaucoup de choses, c'est extrêmement commenté, il y a des avis très tranchés. La vie n'est pas toujours si simple et si tranchée. C'est-à-dire là, c'est une photographie sans appel pour la France. Dès qu'on passe en dehors de la France, ça change complètement. J'aimerais qu'on passe un peu de temps sur, finalement, qu'est-ce qui pourrait se passer. Alors là, bon, je prends un peu de risque, hein, je n'ai pas de boule de cristal, mais après tout, je partage avec vous ce que moi j'ai vu de mon expérience, qui commence à être assez longue en tout cas. Et, voilà. Les disruptions, j'en vois 3 possibles. Elles ne sont pas du tout du même ordre, les 3. La première, c'est la technologie des batteries. Aujourd'hui, on est sur des batteries lithium, là, donc c'est entouré en rouge, et on suit 2 choses par rapport aux batteries, c'est le nombre de wattheures par kilo et le nombre de wattheures par litre, sur volume. En fait, c'est ça qui dit la densité énergétique d'une batterie, c'est ce vers quoi on tend. Vous avez vu la densité, au passage, énergétique du gasoil, tout en haut à droite. C'est 10 000. 10 000 wattheures par kilo de gasoil. On en est très très loin sur les batteries. Aujourd'hui, on est à 250 à peu près. Ça vous donne une idée de l'échelle. On n'y est pas du tout. N'empêche qu'on est autour de 250 et qu'on nous annonce tous les 6 mois une disruption technologique qui va révolutionner les batteries. Bon. Ce que je constate, moi, c'est qu'on s'améliore tout doucement, mais que la disruption, on ne la voit pas encore venir. C'est-à-dire le changement vers des batteries solides, des batteries oxygène, enfin, il y a plein de technologies concurrentielles. Aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. On est à peu près à 250 wattheures par kilo. Et ça ne bouge pas beaucoup et pas si vite que ça. N'empêche que le jour où on passe, on multiplie par 2 ou par 3, le plafond d'autonomie que j'évoquais tout à l'heure à 250 km, on le crève, et ça résout énormément de problèmes. Hein. Vous avez vu toutes les conséquences que ça a. Donc première disruption possible, c'est le jour où vraiment on arrivera à avoir une batterie industrialisable à un coût raisonnable qui va augmenter la densité énergétique. La deuxième disruption, et on n'y pense pas d'un premier abord, c'est la masse. C'est la masse. Là, la photo, c'est de la fabrication de mâts en fibre de carbone. Et puis, bon, c'est un test d'un bussole léger. La masse, parce que, en fait, on retrouve sur les bus électriques le même raisonnement que dans l'aéronautique. La gestion de l'énergie et la baisse de la consommation est un enjeu technique, économique, qui devient fondamental. Parce que c'est un effet vertueux. Plus votre véhicule est léger, plus vous pouvez soit rouler le même nombre de kilomètres avec une batterie plus petite, soit augmenter l'autonomie avec une batterie équivalente. Et plus votre batterie est légère, moins votre véhicule consomme. Donc l'effet est vraiment vertueux. Plus votre batterie est légère, plus vous pouvez emmener de passagers,
Et donc, par exemple, vous pouvez passer d'un bus de 15 mètres à 12 mètres, etc., etc., etc. Plus votre véhicule est conçu dès le départ pour être un véhicule électrique, et jusqu'à maintenant, ce n'était pas vraiment le cas dans l'industrie, comme dans l'automobile d'ailleurs, à part Tesla. Tesla a conçu des véhicules électriques en tant que tels, d'une page blanche. Voilà. Tous les autres, c'est une 3008 électrique, c'est une BM je ne sais quoi électrique, etc. Ça change tout. Dans les bus, c'est pareil. Dans les véhicules lourds, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a 1 ou 2 constructeurs qui se mettent à fabriquer des bus comme on fait des Tesla, avec du carbone, de la fibre de verre, des batteries dans le plancher, etc., etc. Ça baisse le TCO de manière extrêmement sensible. Extrêmement sensible. Donc la deuxième disruption, c'est la masse. Voilà. D'ailleurs, les gens qui font ça viennent de l'aéronautique. Hein. Ce n'est pas une grande surprise. Et la troisième, elle est d'ordre économique. Et c'est peut-être celle qui va vous intéresser le plus, parce que je pense que c'est probablement celle qui est le plus applicable et transposable à vos métiers, à vous. Je remets cette analyse de la valeur que j'ai mise tout à l'heure. Aujourd'hui, des gens qui, à la base, sont des financiers, disent, moi, monsieur, votre batterie, qui représente 1/3 de la valeur de vos assets, qui a une durée de vie compliquée, c'est de l'électrochimie, c'est risqué, on ne sait pas ce que ça va devenir. Peut-être que dans 3 ans, la technologie va changer, vos batteries ne vaudront plus rien, etc., etc. Moi, monsieur, je les prends. Je les finance, je les achète, et je vous garantis X kWh pendant X années, quel que soit, je m'occupe de tout, et en échange d'un loyer. Donc on transforme la batterie en, comme ça s'annonce, Battery as a Service. Première étape. Et puis, on discute avec cette société britannique, que je ne nommerai pas, et puis elle nous dit, mais finalement, attendez, moi, je sais développer des solutions IT, parce que les logiciels, il y a des gens dans ma boîte qui savent faire ça, on a du métier, etc. Donc, non seulement je vous fournis les batteries en échange d'un loyer, mais en plus, je vous fournis toute la couche de supervision, de management de vos batteries, de vos chargements et de vos véhicules, avec la data qui vont avec. Vous vous rappelez de la valeur de la data que j'évoquais tout à l'heure? Et puis on continue à discuter. Mais attendez, moi je suis un financier au départ. Donc les solutions de financement, je vous les amène sur les batteries, sur les IT, et puis finalement sur les chargeurs aussi, ce n'est pas un problème, moi je sous-traite. Et puis il y en a même qui proposent les véhicules. Voilà. Donc ce à quoi on assiste, et c'est probablement la plus grande disruption, c'est qu'aujourd'hui, des sociétés de services transforment nos métiers en loyer, avec les prises de risque qui vont avec. C'est une économie de disruption. Enfin, on est en train de bouger, c'est-à-dire que quand ça bouge, il y a des gens qui sont plus agiles que les autres, qui disent « moi, je vais prendre le risque à votre place, et vous allez voir, je m'occupe de tout ». C'est ça la disruption qui est très importante liée aux nouvelles énergies, peut-être encore plus que toute la technologie dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, une grande partie, en tout cas dans le monde des transports, peut se transformer en un service en échange d'un loyer mensuel. Donc vous voyez, Thierry, c'est vraiment, on est sur un monde qui bouge énormément. Vous le disiez tout à l'heure, c'est passionnant. Sincèrement, je n'ai jamais eu un job comme ça dans toute ma vie. Ça change vraiment tout le temps. Il y a des très gros enjeux économiques, techniques, industriels, des choix à faire, beaucoup d'accompagnement de nos clients. C'est parfaitement passionnant et je serai passionné de répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup. Des questions. Je vous en prie, levez-vous. Merci beaucoup. Bonjour, Jean-Sébastien Guillot, Salty. Moi, je vois une quatrième disruption. Et pour la question, je vais vous emmener à Amsterdam. Changement de municipalité il y a quelques années à Amsterdam. Et la première mesure de la maire d'Amsterdam a été d'interdire les bateaux mouches, diesel. Et maintenant, 100% de la flotte, 2 ans après, sont électriques. Est-ce que la quatrième disruption, finalement, ce n'est pas les politiques? Ce n'est pas leur argent, ils signent un décret, ils sont très populaires et ça oblige toute l'industrie à bouger. Est-ce que ce n'est pas ça la quatrième disruption? Et comment vous faites face à ça, face à des ambitions de certains maires
c'est pas leur argent, c'est plus facile de décider pour les autres. Néanmoins, c'est très agréable à Amsterdam de se balader sans ces vieux bateaux-mouches diesel, mais maintenant électriques. Voilà ma question. Merci. Vous avez parfaitement raison. Alors, est-ce que c'est une disruption ou est-ce que c'est le marché qui est comme ça? Ce qu'on constate, on est dans 15 pays, Keolis. Le driver est réglementaire partout, sans aucune exception. En Europe, c'est même une réglementation de niveau européen qui s'applique à tous les pays, c'est des quotas lors des changements de flotte. Vous avez parfaitement raison. Mais finalement, c'est l'expression, le politique, il est l'expression de ses administrés aussi. C'est-à-dire que, vous le disiez, c'est super agréable d'être à Amsterdam sans bateau, sans moteur thermique. Je peux vous dire qu'on a des retours formidables de nos clients et de nos conducteurs, qui sont aussi extrêmement, non seulement charmés par le confort des véhicules électriques, et je ne parle même pas des riverains avec qui on a moins de contact, mais il y a une espèce de fierté en plus. Et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ça me donne l'occasion. En fait, avec les véhicules électriques, prendre le bus redevient un geste éco-citoyen. C'est-à-dire l'image du bon vieux bus diesel fumant qu'on avait tous et puant dans la ville. Vous avez vu, là, je ne veux pas remettre la photo d'introduction, mais ils sont magnifiques en plus, ces bus. Ils sont magnifiques, quoi. On a l'impression d'être dans des vaisseaux spatiaux. Ils ne font pas de bruit, la conduite est super souple. Et donc, ça change complètement l'image d'une industrie qui était pas très bonne, en fait, sur le plan environnemental. Mais vous avez parfaitement raison. Alors, c'est une disruption, oui, c'en est une. Il y en a probablement d'autres encore. L'aspect légal, avec 2 dimensions, c'est la définition d'un véhicule zéro émission par rapport aux autres. Dans tous les pays, c'est pareil. Il y a la définition d'un véhicule zéro émission et l'imposition de quotas lors de l'achat de véhicules, notamment l'achat public. Et la deuxième, c'est les zones à faible ou zéro émission qu'on connaît en France. Il y en a 40 en projet en France. Il y en a quelques-unes qui sont déjà à l'œuvre, qui s'appliqueront aussi à vos véhicules particuliers, d'ailleurs, comme vous le savez. Et voilà, donc on a une dimension territoriale, interdiction d'accès et définition d'un véhicule zéro émission. Mais vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie, monsieur, présentez-vous. Bonjour. Guillaume Bassestegui, Hemlock. Il restait sur le slide une couleur qui n'avait pas été passée au rose, la partie énergie. Est-ce que vous avez pensé à à produire votre propre énergie sur vos bâtiments, financés par votre partenaire par exemple, mais à aussi produire l'énergie pour les véhicules? Oui, mais ce n'est pas simple. On pense aussi à la produire sur nos véhicules, avec des panneaux solaires sur les bus, évidemment. Ce n'est pas simple parce que le métier de producteur-vendeur d'énergie dans quasiment tous les pays est très réglementé. Et ce n'est pas toujours simple. Alors, il y a des arguties juridiques qu'on peut arriver à détourner. Après, il faut être réaliste. Pour alimenter 100 bus à 500 kWh chacun tous les jours, ce n'est pas avec une ferme solaire qu'on va faire ça. Donc il y a aussi, ça relève parfois du symbole, quoi. On met des panneaux solaires sur nos véhicules, sur nos ombrières, sur nos bâtiments, etc. Mais ça ne joue pas vraiment dans le bilan de consommation d'un dépôt de bus qui est juste énorme, quoi. Donc oui, vous avez raison. C'est un peu différent pour l'hydrogène. Aujourd'hui, on opère 17 bus à hydrogène sur 23 000. Le chiffre est éloquent, mais il y en a quand même 17. Et là, oui, il y a des projets où on prévoit la construction d'un électrolyseur pour fabriquer l'hydrogène, le stocker, le comprimer. Mais enfin, il faut quand même avoir un accès à l'électricité. Vous pouvez avoir en tête que 1 kg d'hydrogène, c'est 20 litres d'eau et 60 kWh, ce qui est énorme, en fait. 1 kg d'hydrogène. Mais vous avez raison. En tout cas, l'accès à l'énergie, et c'est une partie de mon boulot, l'accès à l'énergie devient stratégique. Et donc, des fois, la réponse, ça peut être d'en produire nous-mêmes. Mais ce n'est pas simple. Autre question? S'il vous plaît. Je vous en prie. Paul David, société Isermat et Secamat. On est confronté à une ZFE qui se veut dans l'anticipation à Grenoble, puisqu'à 2025, tous les diesels risquent d'être complètement bannis, utilitaires, poids lourds. Et la ZFE là, nous oriente vers le gaz. Et on se rend compte que c'est certainement une impasse.
Vous, en tant qu'opérateur sur plusieurs pays, quel est votre avis sur le gaz? On en a 2500, donc c'est la plus grosse flotte à énergie alternative au diesel. On a à peu près 1200 électriques, 2500 véhicules au gaz et au biogaz. C'est la même technologie, mais ce n'est pas exactement le même cycle de carbone. Le biogaz répond à la problématique du CO2, c'est-à-dire qu'un véhicule au biogaz, au bio-GNV, réduit entre 70 et 80% l'émission de carbone en bilan. En bilan. Réduit un tout petit peu les particules et un peu les oxydes d'azote, mais beaucoup moins qu'évidemment qu'un véhicule zéro émission. Donc c'est pas mal en fait en termes de performance environnementale. En termes de coût de possession, c'est à peu près 15% au-dessus du diesel, pour les bus et les cars. Parce que le coût d'achat est un peu plus cher, mais l'énergie, alors j'ose plus parler des coûts de l'énergie, mais jusqu'à récemment, c'était nettement moins cher. Là, le gaz a été multiplié par 2. Et la maintenance est à peu près comparable sur des moteurs GNV. Nous, on pense que c'est une solution qui a parfaitement sa place, d'ailleurs, comme toutes les solutions énergétiques. Le choix... Enfin, s'il y a peut-être un point à retenir, en tout cas de témoignage, c'est qu'il ne faut vraiment pas être dogmatique en la matière. Chaque mode énergétique a son domaine de pertinence, mais le diesel aussi d'ailleurs. Et ça va dépendre de la réglementation, donc de ce qu'on va être autorisé de faire ou pas, des capacités financières. Alors, mes clients sont des entités publiques, donc c'est peut-être à la fois plus simple et plus compliqué que pour une entreprise privée. Des capacités financières, de l'opportunité locale. Faire du bio-GNV alors qu'il y a un méthaniseur sur la commune qui injecte directement dans le réseau de gaz du bio-GNV, etc., ça a du sens. Ça a un sens économique, de développement économique aussi. Faire rouler des bus à hydrogène alors qu'il y a un constructeur de piles à combustible sur le territoire d'une collectivité, ça a du sens, parce que derrière, il y a un projet de mise en place d'une filière économique et que pour des élus, évidemment, ça a beaucoup plus de sens. Donc vous voyez, la réponse à la question « quel choix ?», elle n'est pas si simple. Mais le GNV est une vraie solution intéressante, notamment pour le carbone quand c'est du bio-GNV. Question suivante. Oula, il y en a, oui. D'abord ici et puis ensuite ici. Bonjour, François Bois, Société ABM. Vous avez évoqué en début d'intervention le fait qu'un bus électrique avait une autonomie de 250 km par rapport à 400, le fait que le plus gros souci engendré était aussi la quantité de personnes et de chauffeurs. 3, vous dites 3 chauffeurs pour un véhicule. Voilà. Vous avez donc dû estimer le surcoût que ça engendrait à facturer théoriquement à vos clients. De combien l'estimez-vous par rapport à la solution thermique, c'est-à-dire la solution électrique représente quel surcoût? Et puis après, même si vos clients sont souvent des clients d'ordre public, comment appréhendent-ils ce surcoût? C'est une bonne question. Alors le surcoût sur le TCO, je vous ai dit, c'est 20-25%. Après, il faut rajouter les coûts de conduite, d'encadrement, de tout ce que fait une délégation de service public de transport. Donc il y a du marketing, de la vente de billets, etc. Le jeu, quand même, consiste à avoir une taille de flotte la plus faible possible. Et idéalement, c'est identique au diesel. On y arrive. Mes équipes y arrivent des fois, mais pas tout le temps. Voilà. Mais c'est là qu'on voit la valeur de l'ingénierie, d'ailleurs. C'est-à-dire, si on se contente de dire « Ok, j'ai une exploitation diesel, je fais la même en électrique », on va avoir 20% de véhicules en plus, et puis de toute façon, on va perdre l'appel d'offres. Donc vous voyez la pépite que ça représente. D'être capable de dire non, je vais envisager mettre des chargeurs à d'autres endroits, faire rouler mes véhicules différemment, etc., etc. Donc il y a un surcoût qui est très variable suivant le contexte local, mais qui est au minimum de 25%, voilà, si on est à flotte identique. Et est-ce que nos clients l'acceptent? Il faut croire que oui, puisque c'est eux qui nous le demandent, bien souvent. Et qu'en plus, ils sont poussés par la réglementation, donc des fois, ils n'ont pas le choix non plus. La question qu'il y a derrière ça, et je vous remercie de me donner l'occasion de l'aborder, c'est qu'une entité publique qui dirait « je vais mettre des véhicules électriques, ça va me coûter 25% plus cher, je n'ai pas les moyens, du coup, je vais réduire mon offre de transport »,
ça serait vraiment un non-sens absolu. Parce que le premier levier de décarbonation dans le monde des transports, c'est d'avoir un système de transport collectif performant, bien avant les changements d'énergie, bien avant. Et donc toute solution qui dit « Ok, je vais mettre des magnifiques bus électriques avec des lumières bleues, mais je vais réduire mon offre de transport ben », en fait c'est un non-sens parce que le bilan carbone de tout ça et environnemental, il est catastrophique. Après, c'est de la décision publique, avec tout ce que ça représente de complexité, de parties prenantes. Et c'est pour ça que quand on est un opérateur comme Keolis, on a une position qui est un peu singulière, c'est-à-dire qu'on n'a rien à vendre en fait. Moi, je n'ai pas intérêt à dire que l'électrique est mieux que le GNV ou que les biocarburants ou que l'hydrogène. Mon intérêt, c'est que la meilleure décision soit prise parce que derrière, je vais l'assumer pendant 15 ans avec mon client. Voilà. Bon, aujourd'hui, le fait est que l'électrique se développe très fortement en France, le GNV aussi, et les biocarburants aussi. Bonjour, Hervé Rebolo, Fédération DLR. Dans l'écosystème complexe que vous venez de nous présenter, vous n'évoquez pas la problématique des opérateurs de conduite, des nouveaux opérateurs de maintenance, en fait de nouveaux collaborateurs. Est-ce à dire que ça ne joue pas parce que c'est déjà tellement complexe, ou est-ce à dire que vous savez régler le problème, vous avez les techniciens, vous vous embauchez facilement? Vous avez raison, c'est une question de praticien à praticien, ça. C'est pas une question de théoricien. C'est 80% du boulot, ce que vous évoquez. Je ne l'ai pas évoqué là parce qu'on ne fait pas exactement les mêmes métiers. Mais la conduite du changement, dans toutes les composantes, les conducteurs, avec les nouveaux gestes qu'on va demander au conducteur. Un conducteur, il faut qu'il apprenne à recharger un bus, par exemple. Donc à se positionner sous un pantographe avec 2 degrés de tolérance sur un pantographe. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous êtes sur un véhicule avec des pneus et une chaussée où il y a des trous. Bon. Donc il faut qu'il apprenne à faire ça. La maintenance, on a des mécaniciens qui vont devenir... Enfin, on va transformer l'intelligence de la main en intelligence de la data. Parce qu'en fait, un moteur électrique, on n'y touche jamais. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien, il n'y a plus de filtre. Il reste quelques systèmes auxiliaires, pneumatiques ou hydrauliques, mais enfin, c'est rien par rapport à un moteur thermique. Par contre, ils vont devoir être habilités à travailler sous 600 volts. 600 volts. Si c'est de l'hydrogène, c'est 700 bars de pression. 700, hein, en atmosphère explosive. Ils vont devoir utiliser des data. C'est à travers les ordinateurs qu'on va réparer les bus. Donc c'est un changement extrêmement profond. Et on a mobilisé en début d'année dernière la plus grande flotte de bus électriques en Europe, dans le nord des Pays-Bas, 300 véhicules électriques d'un coup, 800 conducteurs. Et je peux vous dire que ça a été sportif. Ça a été sportif, ne serait-ce qu'en conduite du changement managérial aussi, c'est-à-dire un conducteur qui depuis 30 ans fait la même ligne d'un bout à l'autre de la ville. Quasiment, il peut choisir son véhicule le matin. Le lundi suivant, il va changer 4 fois de ligne. On va l'amener à des endroits différents pour démarrer ses services, dans des endroits qu'il ne connaît pas, avec des véhicules qu'il ne connaît pas. Et si par malchance, les outils de supervision ne fonctionnent pas au jour J, il ne saura même pas si son véhicule peut rentrer au dépôt ou pas. Voilà, ça vous donne une idée de la conduite du changement. Donc vous avez raison, c'est une pièce majeure et c'est le savoir-faire d'un opérateur aussi. Et il y a encore une question, je vous en prie, monsieur Levez-vous. Merci beaucoup. Votre question. Bonjour, Laurent Royenné, au LOTS. Ma question est, j'ai compris que vous aviez 23 000 bus. J'aimerais savoir comment ils sont composés en termes d'énergie et quel est votre plan, puisqu'on parle de transition énergétique dans les prochaines années, entre les compositions de parc, entre l'électrique, le thermique, etc. Parce que comme vous voulez garder 15 ans... 23 000, alors on est propriétaire des 2 tiers. Un tiers, ce sont nos clients qui sont propriétaires, notamment en France, dans les grandes villes. C'est le modèle de la délégation de service public à la française. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, 2200, 2500 GNV, 1200 électriques, 1 millier de biocarburants, 500 hybrides et 17 hydrogènes. Voilà, ça fait 20%. En 5 ans, on va passer à 75%, à peu près. Voilà. Ça va très vite en France.
En Suède, c'est déjà décarboné complètement depuis 10 ans, et là, c'est systématiquement de l'électrique. Les Pays-Bas aussi. L'Australie commence. Les États-Unis ont commencé. Voilà pour les pays où nous opérons. Donc ça va aller vite, ouais, très vite. Pas que de l'électrique, hein, j'insiste, hein, pas que de l'électrique. Une dernière question. L'hydrogène, un mot dessus peut-être? L'hydrogène, c'est pareil, on en parle beaucoup. Potentiellement, c'est le Graal. 400 km d'autonomie, 35 kg d'hydrogène, 400 km d'autonomie dans un bus. 1 kg, 10 kg au 100, le diesel c'est 40 litres au 100 dans un bus à peu près. Donc potentiellement c'est le Graal, on a l'autonomie, c'est du zéro émission à condition que l'électricité utilisée soit, ou le mode de fabrication soit décarboné, si c'est de l'électricité. En termes d'exploitation, c'est très comparable au GNV. Voilà, et de maintenance, c'est un peu plus touchy, mais pas beaucoup plus en fait. On a eu des fuites majeures dans des véhicules qu'on opère et ça s'est très bien géré. Il n'y a pas eu de soucis. Sinon, on en aurait entendu parler, je pense. Donc potentiellement, c'est le Graal. Tout est dans le potentiellement, quoi. C'est finalement le mot le plus important de ma phrase, c'est le potentiellement. Aujourd'hui, on est sur une technologie qui est pas stable, à la fois pour les piles à combustible, je parle des piles pour les véhicules lourds, hein. La fabrication, l'accès à l'hydrogène, qui n'est pas stable ni technologiquement, ni financièrement. L'hydrogène aujourd'hui, là où on opère des bus, on l'achète entre 5 et 20 euros le kilo, suivant les conditions. C'est très cher en fait, hein. Si vous mettez 20 euros de kilo sur mes graphes, là, vous allez voir que le TCO, j'allais dire il explose, c'est le mot que je vais éviter quand je parle d'hydrogène. Mais en tout cas, c'est x3 par rapport au diesel aujourd'hui. Donc potentiellement, pourquoi pas. L'intérêt intrinsèque de l'hydrogène, c'est sa densité énergétique. Avec 1 kg d'hydrogène, vous faites rouler un bus pendant 10 km, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est considérable, alors que l'efficacité globale du système est très faible en plus. C'est-à-dire qu'il y a une énergie vraiment considérable dans l'hydrogène qui intrinsèquement le rend intéressant dans le domaine des transports, puisqu'on peut emporter beaucoup d'énergie dans peu de masse et peu de volume. Peu de volume si on le compresse énormément, évidemment. Merci beaucoup. Bruno Lapéry. Merci. Merci. Et nous bouclons ainsi notre première focale sur l'un des thèmes qui va driver pratiquement la décennie à venir avec toutes les transitions énergétiques que vous connaissez et que vous allez connaître. Merci beaucoup Bruno Lapéry pour vos éclairages. Cet après-midi, il nous en reste 2 encore de focales sur lesquelles nous devons absolument travailler. La première, ce sera le digital, début d'après-midi. 3 petites conférences, une vingtaine de minutes, une interaction importante avec vous-même, de façon à ce que vous puissiez réagir sur vos 3 intervenants qui viendront vous donner 3 illustrations de ce digital aujourd'hui. Et puis enfin, nous terminerons, je vous l'ai dit, avec Anne-Sophie Moreau de Philonomiste sur vos équipes, sur leur état d'esprit et sur la façon dont on peut éventuellement les emmener vers demain, vers leur futur. Merci beaucoup de votre participation. On se retrouve ici à 14h20 pour un démarrage précis, 14h30. Merci beaucoup, bon appétit.